Bienvenue mesdames et messieurs sur Télé Djibouti dans cette édition de votre journal de 22 h dont elles sont les principaux faits. Eh bien, le ministre de l'Équipement et des Transports a présidé ce matin une réunion de travail avec les responsables du groupe chinois chargé de la gestion de la nouvelle ligne de chemin de fer Djibouti-Addis Abeba. Et au Mexique, la victoire revient au candidat de gauche Lopez Obrador. Et durant ce 31e sommet, session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine qui s'est ouvert hier matin au centre de conférence de Nouakchott, la capitale mauritanienne, le chef de l'État a tenu un discours dans lequel il a remercié son homologue du président islamique, du président de la République islamique de Mauritanie, Mohamed Ould Abdelaziz, ainsi que le gouvernement et le peuple mauritanien pour l'accueil chaleureux et fraternel qui lui a été réservé à lui et à sa délégation depuis son arrivée. Puis le chef de l'État a dans son discours sollicité l'aide de ce partenaire pour le paiement du fonctionnement même de l'organisation d'une part et vouloir se démarquer de leur influence en parlant de position africaine lors des négociations internationales. C'est dans cette optique que le chef de l'État, Ismaël Omar Guelleh, a voulu, d'un commun accord, évaluer le parcours de l'organisation continentale et la réformer profondément en lui insufflant une nouvelle dynamique. Le numéro 1 djiboutien a pour sa part rappelé que la République de Djibouti a non seulement approuvé cette réforme, mais a déjà mis en place un compte auprès de la Banque centrale et a transféré sa cotisation annuelle sur la base de la nouvelle grille de contribution, c'est-à-dire sur la base de 0,2% de nos prélèvements et conformément à la réforme que nous avons tous ici décidée. Il est impératif, a-t-il dit, à la lumière de notre agenda 2063 et pour la crédibilité de notre organisation, que le continent ait sa propre stratégie et sa propre vision, tant sur la question de l'accord post-Cotonou que sur tout autre accord qu'elle a contracté avec nos différents partenaires, a déclaré Ismaël Omar Guelleh. Et enfin, le chef de l'État a profité de cette occasion pour adresser ses félicitations et remerciements au président Kagame, le président rwandais, pour ses efforts inlassables depuis sa désignation en tant que le président en exercice de l'Union africaine. Je vous le disais en titre, le ministre de l'Équipement et des Transports, Mohamed Abdelkader Moussa Helem, a présidé ce matin une réunion de travail avec les responsables du groupe chinois chargé de la gestion de la nouvelle ligne de chemin de fer Djibouti-Addis Abeba. On prépare à cette réunion le ministre de la Justice, Momin Ahmed Cher, également ministre des Affaires étrangères par intérim, le ministre de l'Économie et des Finances, Ilyas Moussa Dawali, le directeur général de la Société djiboutienne des chemins de fer, Mohamed Rableh Dabal, ainsi que plusieurs hauts cadres. Cette réunion intervient 6 mois après le début des opérations du transport du fret et des passagers sur la nouvelle voie ferrée. Les diverses questions liées à l'exploitation de la voie ferrée, du travail du personnel, des impératifs d'efficience et des divers autres défis imposés dans l'électrification en permanence de la voie ont été soulevés. Un rapport d'activité a été présenté par le directeur général de la Société djiboutienne des chemins de fer, M. Mohamed Rableh Dabal. Coopération djibouto-nippone, le ministre de l'Équipement et des Transports, Mohamed Abdelkader Moussa, a par ailleurs signé avec le directeur de l'agence de coopération nippone, la GK, un protocole d'accord visant à livrer à Djibouti d'un second ferry. Eh bien, ce ferry servira à relier la capitale aux régions côtières du nord du pays. La cérémonie de signature de l'accord s'est déroulée au ministère de l'Équipement et des Transports. Elle a été l'occasion pour les deux parties d'exprimer leur parfaite satisfaction dans la concrétisation de ce projet. Pour le ministre de l'Équipement et des Transports, ce ferry contribuera à améliorer les liaisons maritimes avec Obok et Tadjoura. Également dans l'actualité, la direction de l'Office national de l'eau et de l'assainissement de Djibouti, l'ONEAD, informe
Les habitants des quartiers 1, 2, 3, 4, 5 et 6, 7 et 7 bis, cité Gachamalé, cité Progrès, Ambouli, Jebel, cité Stade, Anguilla, Hiba, Makka, Moukalama, cité Saoudi et centre-ville, que l'alimentation en eau sera perturbée dans la journée du mercredi 4 juillet 2018, mercredi prochain donc, de 8h à 18h en raison des travaux de déplacement de la conduite de Douda. Le NEAD compte sur la compréhension de son aimable clientèle pour l'inconvénence de cette situation. En bref, et en image, l'ambassadeur de Djibouti auprès de l'État du Koweït, M. Mohamed Ali Moumen, a transmis à son Altesse, Cheikh Sabah Al-Ahmed Al-Jabir Al-Sabah, émir de l'État du Koweït, un message du président Guelleh relatif au renforcement des relations bilatérales. Ce message a été remis à l'issue de l'entretien qui s'est déroulé entre l'ambassadeur et le directeur du cabinet de l'émir de Koweït, qui a rang de ministre. Au cours de cet entretien, les deux responsables ont passé en revue l'état des relations fraternelles entre Djibouti et le Koweït. Ils ont exprimé leur volonté commune d'œuvrer au renforcement de ces relations. L'ambassadeur a saisi cette occasion pour remercier l'État du Koweït pour son appui constant en faveur du développement économique et social de la République de Djibouti, notamment dans le domaine des infrastructures de base. Suite à des conséquences sanitaires liées au problème de la migration dans la région de Bok, le Croissant Rouge de Djibouti, par le biais de la branche de Bok, a organisé un atelier pour procéder au lancement d'un plan d'action afin de protéger la population de la région. Ces actions seront effectives dans la ville de Bok, notamment à Fontiherou, cité à Pnut, et les zones périphériques et les localités de rebord de Kol Angal sur la côte. Le lancement des actions préventives intervient après la tenue d'une réunion de crise présidée par les autorités préfectorales et les élus de la commune. La séance a été présidée par la présidente de la branche de Bok, Mme Fatsoum Ali Hamad, et le comité régional du CRD en étroite collaboration avec le président du conseil régional de Bok, Mohamed Hamad Ismaël. Dans le reste de l'actualité, le centre de formation des enseignants de l'enseignement fondamental a abrité ce matin le début de l'examen final des élèves professeurs de la première promotion. Le centre Dabal Moussa Guedji a supervisé au bon déroulement de l'examen. Cet examen a vu la participation de 352 candidats d'élèves professeurs se composant de 143 bases, 209 pour le moyen et le secondaire, dont 16 élèves professeurs destinés à l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Eh bien, l'enseignement technique de la formation professionnelle et différents sujets de l'examen pour les élèves, professeurs, francisons, arabisons ou anglophones se focalisent sur la maîtrise de la langue, la didactique professionnelle, la psychologie, la législation, la gestion des classes, multigrades, l'apprentissage et compétences en situation scolaire. De fin de formation du centre de formation des enseignants de l'enseignement fondamental compose au total 352 élèves professeurs qui se composent de 143 élèves professeurs de la base et 209 élèves professeurs du moyen secondaire, dont 17 élèves professeurs de l'EFTP. Et à l'issue de ces épreuves, on va déterminer ceux qui remplissent les conditions nécessaires pour prendre en charge les classes, parce qu'ils ont pu, suite à la formation, bénéficier ou développer les compétences requises. Je vous le disais en début de journal, le chef de l'État participe au 31e sommet de l'Union africaine. Ça se passe à Nouakchott, la capitale mauritanienne. Le chef de la diplomatie djiboutienne fait le point sur ce 31e sommet justement. Les travaux du 31e sommet de l'Union africaine est en train de se terminer. Aujourd'hui, les questions de paix et de sécurité ont été donc tablées pour les délibérations. Hier, la question de la lutte contre la corruption a également pris une grande partie des heures de délibération que le 31e sommet a pu donc avoir. La question de la ZLECA, c'est-à-dire la zone de libre-échange,
a également été débattu par les chefs d'État. Le président de la République a, lui, prononcé un discours relatif à ces deux points, le point sur la Zeleka et celui de la position commune africaine vis-à-vis des négociations qui vont débuter au mois d'août dans le cadre du partenariat ACP-UE. Je crois qu'aujourd'hui, l'Union africaine a pu avancer sur les questions de paix surtout, sur un certain nombre de dossiers, notamment la question du Sud-Soudan, la baisse de tension entre l'Éthiopie et l'Érythrée, les propositions de dialogue qui sont faites des deux côtés. Il y a la question de la Libye qui reste encore une question pendante, mais je crois qu'il y a des propositions. Le Haut Comité de l'Union africaine chargé de la question de la Libye, présidé par le président Sassou Nguesso de Congo, a fait un rapport donc au Conseil de paix et de sécurité, rapport qui a été également soumis à l'Assemblée des chefs d'État. Des discussions et des délibérations également sont actuellement en cours sur ce dossier. Globalement, le sommet de Mauritanie aura fait avancer deux grandes questions importantes. Celle de la Zeleka, c'est-à-dire la zone de libre-échange, où déjà un certain nombre de pays ont déposé les instruments de ratification de ce traité, et la question de la lutte contre la corruption. Cette question également a fait l'objet de débats et de discussions, et surtout, à l'issue de ces délibérations, il y a eu des mesures importantes qui ont été prises pour faire en sorte qu'il y ait un mécanisme de suivi, un mécanisme qui permette la lutte contre la corruption à l'intérieur des États et à celle qui est transnationale. Je crois que l'on a pointé du doigt le rôle des multinationales qui jouent donc ce rôle central dans l'expansion de ce phénomène qui gangrène les économies africaines. Enfin, nous avons également, sur le plan de la paix et de la sécurité, évoqué la question de la crise qui oppose Djibouti à l'Érythrée. Et nous avons souhaité que l'Union africaine continue à être saisie de ce dossier pour qu'il y ait une solution acceptable pour les deux parties, à l'instar de ce qui se passe en ce moment entre l'Éthiopie et l'Érythrée. Nous pensons que notre propre problème avec l'Érythrée ne doit pas être passé sous silence et qu'il fallait maintenant que les prisonniers djiboutiens qui sont toujours détenus en Érythrée soient libérés et que la question de la démarcation de la frontière également puisse être faite rapidement, bien entendu avec l'accord des deux parties et par le biais d'un arbitrage d'une tierce partie, soit la Cour de justice internationale ou d'autres instances qui peuvent, même instances africaines qui peuvent prendre la responsabilité d'avancer sur ce dossier. Voilà globalement un certain nombre de questions importantes pour le continent jusqu'à ce que le prochain sommet puisse se dérouler à Addis Abeba en janvier 2019. Les différents organes de l'Union vont suivre et mettre en application toutes les résolutions et les décisions qui seront prises donc par les chefs d'État à l'issue de ce 31e sommet des chefs d'État de l'Union africaine qui se tient actuellement à Nouakchott, en Mauritanie. Donc pour ce compte rendu du chef de la diplomatie djiboutienne, M. Mohamed Ali Youssouf. Et de là, nous passons aux nouvelles régionales et internationales. Au Mali, une attaque a été menée hier à Gao contre des soldats français de l'opération Barkhane. Hussein est avec nous sur ce plateau. Bonsoir Hussein. Bonsoir Asma. Cette attaque, Hussein, a fait 4 morts parmi les civils et une vingtaine de blessés, dont 4 soldats français qui ont été sérieusement touchés. Effectivement, donc Asma, des militaires français de l'opération Barkhane et donc des soldats maliens qui participaient à une patrouille conjointe ont été attaqués hier à la périphérie de Gao. C'est la deuxième attaque en 2 jours au Mali contre les forces anti-djihadistes au Sahel après l'attentat vendredi contre le quartier général du G5 et Sahel à Sévaré. Il n'y a pas encore de bilan précis, mais un tweet du ministère malien de la sécurité fait état de 4 civils décédés et d'une vingtaine de civils blessés et de 4 militaires de l'opération Barkhane sérieusement blessés. Des sources hospitalières à Gao, des enfants atteints par les souffles de l'explosion figurent parmi les blessés. L'état de blessés était dimanche soir stabilisé selon le directeur de l'hôpital de Gao. L'état-major français dément catégoriquement tout décès côté français et précise que les blessés ont tous été pris en charge et rapatriés dans la base de Gao.
Et au Mexique, c'est le candidat de la gauche, López Obrador, a remporté la présidentielle qui s'est déroulée dans ce pays. Effectivement, donc Asma Boubacar, donc Andrés Manuel López Obrador, donc a obtenu donc hier donc une large victoire lors de la présidentielle au Mexique. Et selon une estimation officielle, c'est lui qui a promis donc un changement radical, offre un premier succès historique à la gauche. Andrés Manuel López Obrador a été élu avec plus de 53% des voix, selon le premier résultat donné par l'Institut national électoral mexicain. L'ancien maire de Mexico, âgé de 64 ans, défense le conservateur Ricardo Anaya, créditeux de 21% de suffrage, et José Antonio Meade du parti révolutionnaire donc institutionnel au pouvoir, qui obtiendrait entre 15 et 16% des voix. Après 2 échecs successifs, donc Andrés Manuel López Obrador, véritable vétéran donc de la gauche, obtient donc un succès sans précédent au niveau national, mais également régional et local, en décrochant au moins 6 postes de gouverneur sur le 9 janvier, donc avec son parti, le mouvement de régénération donc nationale. Vous allez nous parler du Bangladesh, vous allez nous emmener au Bangladesh et pour nous parler du secrétaire général de l'ONU qui est dans les camps des Rohingyas. Effectivement, donc le secrétaire général de l'ONU, M. Antonio Guterres, a qualifié aujourd'hui inimaginable récit d'atrocités entendues donc dans les camps Rohingyas à l'occasion de sa visite dans le site du Bangladesh qui abrite 1 million de réfugiés, accompagné par le président de la Banque mondiale. M. Guterres avait présenté ses déplacements comme une mission de solidarité avec les réfugiés Rohingyas et les communautés qui les soutiennent. Entre août et décembre 2017, plus de 700 000 musulmans Rohingyas ont fui une offensive de l'armée birmane considérée par les Nations Unies comme une épuration ethnique. Ils ont trouvé refuge au Bangladesh où ils vivaient depuis au sein d'immenses campements des fortines dans une misère noire. Cette marée humaine donc est venue s'ajouter aux quelques 300 000 Rohingyas qui se trouvaient déjà dans le site de ce pays parmi les plus pauvres de la planète. La Birmanie et le Bangladesh donc sont convenus en novembre d'un cadre permettant théoriquement donc le retour du gros de réfugiés, mais le processus donc est bloqué au point mort. La majorité donc des Rohingyas abrités au Bangladesh refusent donc de rentrer en Birmanie, pays donc à majorité bouddhiste où ils sont considérés comme des étrangers. Merci M. Ahmed pour ces précisions, merci à la régie, merci à vous chers téléspectateurs de nous avoir suivis. C'est la fin de cette édition, moi j'aurai le plaisir de vous retrouver demain à 15 h. Très bonne soirée à toutes et à tous.